à l'idée des bandes dessinées, qui allait intervenir pour montrer aussi des situations contradictoires par rapport à ce qui était mis en scène dans la scène principale. C'est ainsi que nous avons proposé le projet. Voici la boîte, la lightbox et la situation. Cette scénographie qu'on voit là, donc c'est de ça à nouveau qu'on parle. On vient à partir d'un certain nombre d'images qu'on regarde, qu'on réfléchit, qu'on essaie de voir à quel moment quel usage on pourrait en faire. Et on était parti de ce moment aussi important en Allemagne du renouveau de l'avant-garde au niveau théâtral, de l'école de Brême, où il y a aussi des metteurs en scène qui ont finalement fait des représentations des spectacles à la Schaubühne de Berlin. Mais là, c'est entre 65 et 67 à Brême, et notamment une collaboration assez intensive entre Peter Zadek, qui est un metteur en scène allemand, qui a aussi travaillé au Berliner Ensemble, et puis Winfried Minks. Et Minks, le scénographe, a apporté en 65, a importé des produits de l'art contemporain au théâtre. Et il a travaillé notamment avec le pop art, notamment Liechtenstein, et qu'il a mis là en situation de scénographie et qui finalement a donné lieu, là c'était le spectacle Les Brigands de Schiller, avec un élément importé du pop art. Et on trouve assez intéressant de repartir nous d'une scénographie et de la remettre dans le champ de l'art contemporain. C'est cette image-là, à partir de laquelle nous sommes partis. C'est la présentation de Mesure pour mesure de Shakespeare dans cette boîte lumineuse. Et on n'a pas relu Shakespeare, parce qu'on n'est pas parti là-dessus, mais vraiment pour nous, un pur dispositif scénique, une situation, et on voit bien qu'il y a à nouveau là des personnes qui regardent, qui sont témoins, spectateurs, et une situation, un peu d'énergie, de lutte, qui a lieu avec des personnes en habit, on dira, quotidien, et certains, je crois qu'il y a une deuxième image, voilà, qui est notamment quelqu'un de costumé en curé. On trouve intéressant cette hétérogénéité aussi des attributions. Ici, vous voyez que l'image est déjà déformée parce qu'effectivement, on allait à nouveau ne pas faire une représentation théâtrale, mais un travail sur un plateau pour la caméra. Donc on essayait déjà de regarder qu'est-ce que ça allait donner dans la dimension du 16-9. Et le travail a été donc celui-là. C'est une image de la première scène du film, qui sera finalement montré dans cette lightbox en rétroprojection, mais dans une nouvelle dimension, parce que là, le format est aussi comme un format de théâtre. Voilà. La situation, un autre élément, une autre source par rapport à ce qu'on allait mettre en place, c'était le soap opéra, dans une dimension, là, dans la question populaire, et ce qui existe, c'est-à-dire une histoire, eux, ils ne nomment pas sexe, pouvoir, argent, je crois qu'ils mettent, voilà, ils mettent amour, gloire, beauté. C'est un peu les ingrédients du soap opéra. Le soap opéra vient aussi donc des compagnies de savon qui mettaient des publicités à l'intérieur de ces feuilletons qui se génèrent, qui n'ont pas de fin, où il est toujours question d'une unité familiale élargie et c'est question de rapport, voilà, la gloire, la beauté. On trouvait que c'était des sources parce qu'elles sont très très fréquentes aussi à Sao Paulo et on trouvait assez intéressant de travailler aussi sur un de ces modèles. Alors là, c'est un des nombreux soap opéras. Ce qui est particulier dans la soap, c'est que le modèle est parti des États-Unis et tous les pays qui ont regardé ces séries en ont fait des remakes à leur manière. Donc là, par exemple, c'est un soap russe. Avant, c'était un soap brésilien. Donc il y a comme ça des remakes et des traductions finalement nationales de ces histoires. Ce que nous n'avions pas dit à la commission fédérale, qu'on avait un peu en tête, c'est qu'on avait quand même un récit assez précis dont on voulait parler, qui est l'affaire Clinton-Lewinsky. Et pour nous, c'était aussi suite à un moment de travail sur les questions de guerre, de manière un peu, on voulait parler d'un moment de pseudo-paix. Clinton dans son mandat de président, avec bien sûr un moment aussi de guerre par rapport au Kosovo. Mais c'est cette question d'abord triviale qu'on voulait aborder. Et là, nous avons les personnages de notre soap à nous, qui sont donc là tous réunis. On va passer le film qui est de 17 minutes. Et on parlera de comment on l'a construit dans un deuxième temps, mais pour vous donner un peu les figures, la personne debout, c'est le procureur, peut-être
pour ceux qui ne connaissent plus trop bien cette histoire, elle nous avait d'ailleurs pas du tout passionnés en 98 quand ça avait lieu, c'est plutôt après coup qu'on y est revenu dans ces questions d'un glissement, comment un président pourrait être amené à devoir démissionner pour des questions de mœurs. Ça nous semblait un glissement entre la moralité et des questions politiques quand même assez particulier, et c'est sur ces questions-là qu'on voulait aborder la chose. Donc il y a le procureur qui est debout, qui est celui qui a tout fait pour arriver à l'amendement et à la destitution du président. Il y a en chemise bleue le président, Amanda qui est là assise en petit décolleté mauve. Il y a Hilary qui est assise au centre avec sa fille, Chelsea, et puis un diplomate, ça c'est une personne qu'on a amenée en plus, qui est quelqu'un qui a un accent allemand et qui fera une intervention, et Linda Tripp, qui est en réalité la secrétaire qui a en fait tout dévoilé l'histoire de Kirk et qui était un peu l'allié du procureur. Donc à partir d'une histoire tout à fait connue, parlée dans les médias à tort, et, enfin tellement intensément jusqu'à saturation, on est revenu quelques années plus tard sur cette question-là. Donc à nouveau, une certaine homogénéité dans le procédé. On va vous donner nos sources de travail et comment on a procédé à partir de cette situation. Bien sûr, d'abord, toute la documentation qui existe, notamment le rapport STAR sur ce qui s'est passé, avec notamment, on peut retrouver toutes les discussions, tous les entretiens téléphoniques intimes, on peut dire, entre Monica Lewinsky et son amie. Il y a énormément de choses qui sont sorties, comme aujourd'hui, ça s'est étendu avec ce qui se passe en Irak, l'Afghanistan, tout est accessible, mais déjà, au niveau de cette simple histoire de mœurs, on était aussi un peu interrogé de voir que toutes les relations étaient comme ça, à un moment donné, mis à pâture dans le monde entier. Enfin, les citoyens américains avaient accès à ce qui s'est passé. Donc, on a réellement lu toute cette histoire. Et ça, c'est une partie, bien sûr, de Monica Lewinsky, de ce qu'elle a dit, ce qui s'est passé. L'autre chose, c'est les discours, bien sûr. Le premier, c'est le discours aussi, parce que c'est deux problèmes. Il y avait le problème d'histoire de mœurs et le problème principal qui aurait pu faire que le président soit destitué et qu'il ait menti sous serment. C'est surtout là-dessus qu'ils ont voulu porter atteinte à son travail. Et à un moment donné, il a bien sûr formulé ses excuses à la population, c'est ce qui se passe aussi là dans ce travail, un peu la préparation de son adresse aux citoyens, un jeu de rôle, qu'est-ce qu'il va dire pour justifier ce moment de mensonge. Ici, nous avons le discours complet qu'il a fait pour le citoyen, où il s'excuse, où il dit qu'il c'est le moment d'aller repartir au travail, qu'il a fait des erreurs, que son travail c'est toujours une progress, tous ces éléments-là. Donc, en partie de ce que vous avez vu, il y a réellement des discours qui sont pris mot à mot dans certains passages, des choses qui sont des entretiens qui ont réellement eu lieu, et puis d'une invention aussi de dialogue qui est notre invention. Tout cela est tressé de manière tendue au niveau des discours. Il y a la question, bien sûr, d'une forme de déformation intelligible. C'est un peu comme ça qu'on a dit, parce que les faits sont là, mais ça ne s'est pas passé réellement ainsi. Dès le départ, il y a une proposition du procureur qui n'est pas du tout celle qui s'est passée dans les faits, mais pour nous, ça nous a permis de soulever, de déplier un certain nombre de questions, justement, de la morale et de ces éléments-là. Mais pour vous dire qu'on est parti réellement des discours de différents acteurs de ce moment emblématique. Un autre élément sur lequel on travaillait, c'est bien sûr la représentation du pouvoir. Comment un président en arrive à montrer des images de sa famille, de la vie intime, pour finalement aussi garder le crédit auprès de la population. On a énormément épluché les différents documents qui existent, à différentes époques d'ailleurs, sur cette question-là. On voit quand même deux images, la noir, blanc et celle en dessous, c'est la réelle Monica Lewinsky, et ce moment très fort où on voit le président qui l'embrasse, la salue à un moment du meeting, et tous les commentateurs ont essayé de relever la relation intime qu'ils ont en fonction du sourire et du regard qu'elle lui adresse. Ça a été énormément commenté, ça fait partie aussi du matériau de travail. Et plus la reconstitution de la cellule familiale avec la fille au milieu, l'homme, la famille réunie dans un moment d'atteinte sur la vie privée. Tout ça sont des glissements à plusieurs niveaux.
Vous l'avez remarqué, bien sûr, on a parlé du soap opéra, mais une des sources majeures du travail, c'est aussi le film de procès. Parce que ce qui se joue là, c'est à nouveau une forme de procès aussi. Mis à part la situation triviale, effectivement, on est tombé sur cette image qui nous a beaucoup fait aussi réfléchir, où on voit Bush père, bien sûr Reagan et Gorbatchev, avec ce moment à New York, on voit encore les deux tours, des policiers. Voilà, qu'est-ce que c'est fort comme image de représentation du pouvoir, ce qui était la guerre froide, qui est là réuni dans un moment peut-être de planification nouvelle, de réunification, d'amoindrissement des tensions. Voilà, on réfléchissait à ces questions, ce n'est pas une réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images-là? À un moment donné, dans notre dispositif, on imaginait même en faire un tableau qui soit présent sur scène, on imaginait aussi une cible au sol. Ça a fait partie des réflexions qu'on avait avec ces images qui ne sont pas seulement la situation triviale, mais bien des emblèmes du pouvoir. Parce qu'au final, c'était ces questions-là qui nous intéressaient. Notamment, là c'est un exemple de ce plan de la famille réunie, quand il est projeté, ça c'est déjà dans la boîte de l'exposition, c'est une image de vidéo de 3 mètres de haut sur 6 mètres de large, et on pouvait vraiment entrer dans cette boîte, on pouvait se tenir à 50 cm de l'image. Il y avait aussi cette notion d'avoir un peu les dieux de l'Olympe qui parlent dans leur intimité, l'Oval Office, qui racontent les stratégies à mettre en place pour parler aux citoyens, comment ils allaient médiatiser et leur situation. L'autre source, voici Newton d'Acosta à droite. Logicien, alors on ne va pas entrer dans tous les détails, mais un point de départ qui était la logique paraconsistante, c'est-à-dire, contrairement à la logique traditionnelle aristotélicienne, c'est une logique qui permet de formaliser des contradictions et de mettre en présence le vrai et le faux sans les grands antagonismes. C'est une logique très particulière avec des calculs très compliqués que nous-mêmes on ne maîtrise pas du tout. Un ouvrage de Newton d'Acosta où il s'agit vraiment de calculs prépositionnels et de formaliser. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'un de ces logiciens travaillait avec un psychanalyste, il a réussi à formaliser un discours de passion, notamment schizophrène. Et comment un cas particulier, c'est un patient schizophrène qui s'est fait mordre par un chien et qui va tout de suite directement chez le dentiste. Cette situation qui est dans sa logique à lui, comment cette logique-là peut se formaliser, et certains logiciens ont essayé d'utiliser ces discours pour en formaliser une logique, notamment c'est finalement une logique qui sert beaucoup à une application, notamment dans la robotique, quand on a un robot qui reçoit 2 informations contradictoires, notamment dans ses bureaux, il y a des portes en vitre. Et un de ces organes de stimulation ne voit rien du tout, la vitre, donc il pourrait passer, et un autre organe reçoit une porte fermée du fait du choc de la vitre. Et comment ce robot va réagir en fonction de 2 informations contradictoires. Donc cette logique sert vraiment à ces applications, et nous sommes allés le trouver pour lui parler de la situation triviale Clinton-Levinsky, et ce qu'il pourrait formaliser cette situation avec énormément de paradoxes, et de contre et de glissements de sens, et de discours qui se chevauchent entre le juridique, l'intime, l'érotique et le politique. Ça a été difficile, il nous a très bien reçus, bien sûr. Après, il voulait un peu trop s'emparer de notre projet, il voulait même en écrire parfois les dialogues. Et ça ne s'est pas si bien passé parce qu'ils avaient un avis sur l'art qui n'était pas à la connaissance de l'art contemporain. Ça a été une tentative. Ensuite, nous sommes arrivés, après ces réflexions et ces entretiens, à quelqu'un d'autre qui est Maté Blanco, qui est un psychanalyste et psychiatre chilien, qui a réfléchi à partir de Freud et de 5 caractéristiques de l'inconscient. Et il a fait un peu un travail assez proche de la logique paraconsistante, mais qui se dévie, qui est une spatialisation et une modélisation, on peut dire, de 5 caractéristiques de l'inconscient. Alors c'est assez compliqué, je ne vais pas à nouveau entrer dans tous ces détails, donner quelques points, parce que ça a été pour nous en fait des modèles de travail, de mise en place de la situation existante, de ce fait, comment on l'a agencé dans cet espace scénique. Je sais, bon, peut-être je vais me perdre dans ces éléments, peut-être directement en concret dans le film.
bon, on a quelques caractéristiques par rapport à... Je vais peut-être prendre les notes là pour ne pas être trop flou. C'est-à-dire qu'il dit que l'inconscient qu'on nommerait illogique, irrationnel, fonctionne quand même selon certains schémas assez précis. Et il dit que tout être humain fonctionne avec une bilogique. Il y a toujours de l'inconscient et du conscient qui intervient continuellement dans toutes nos productions et nos actions. Mais pour synthétiser un peu ces éléments de l'inconscient, il parle bien sûr d'une absence de contradiction. Un des éléments de l'inconscient, c'est cela. Mon père est mort, mon père n'est pas mort, a la même réalité dans les rêves, dans toutes les productions de l'association. Un autre élément, c'est le déplacement de l'intensité émotionnelle, c'est-à-dire ce qui semblait principal ou majeur à un moment donné d'une scène peut finalement se déplacer sur un détail. Une personne peut-être qui meurt, mais finalement, dans le rêve aussi, l'association, c'est peut-être le mouchoir juste à gauche qui prend une importance émotionnelle beaucoup plus forte que juste le corps inerte. Ça, c'est une des autres caractéristiques du langage d'inconscient. Un autre élément, c'est la condensation. Une figure, le chien, là, qui me mord, il peut être à la fois le chien, mais à quelque part, je sais que c'est ma tante aussi, ce chien. Il y a une condensation des figures même. C'est un autre élément. L'absence de temps, c'est-à-dire l'abolition de la causalité temporelle. On a aussi dans le rêve ou les associations la possibilité d'être à la fois ce qui s'est passé avant et ce qui va venir. C'est un ensemble donc, de contradictions que dans le langage articulé rationnel, dans l'inconscient, ont tout à fait leur crédit et leur action. Et la dernière, c'est la substitution du monde réel au monde mental. La substitution du monde mental au monde réel, plutôt, je crois. C'est-à-dire que l'espace psychique a des réalités... Enfin, voilà, je vais le dire ainsi, parce que dans l'exemple, finalement, de notre travail, c'est la question de ce plateau. Ici, on a fait différentes formalisations, justement par le split screen, par l'apparition du tableau, comment différents modes de représentation peuvent exister. On a fait beaucoup d'essais qui ne nous ont pas menés très très loin. Dans cette complexité-là, on en est finalement venu à quelque chose de plus simple du plateau, qui est là un premier essai, où toutes ces couches allaient exister. Là, le travail à nouveau de cadrage, de montage, de travail avec des comédiens uniquement pour la caméra, c'est-à-dire qu'ils ne parlent jamais à une audience élargie, ils se parlent entre eux. Avec Philippe à nouveau, le travail des figures, le travail du cadrage qui est encore beaucoup plus précis parce qu'il y avait un déplacement caméra, un travelling, un surgissement de certains rôles. Mais pour en revenir maintenant au projet même, avec ces conditions, ces règles, ces caractéristiques. C'est-à-dire pour nous, ce plateau-là, c'était comme une forme d'inconscient politisé. C'est-à-dire que sur un même espace, on réunit tout cela, apparaissent les figures qui, dans la réalité, ont des réelles oppositions, des vrais affrontements. Ces personnes sont toujours présents. Ils voient et ne voient pas. Ils entendent et n'entendent pas. On ne sait pas réellement quel est le rapport. Ils jouent toujours sur ce type-là de contradiction parce que, comme vous l'avez vu pendant le travail, ils sont toujours présents. Certains parfois interviennent. Pourquoi, lorsque Clinton a sa relation, la femme ne réagit pas? Est-ce qu'elle voit ce qui se passe? Pourtant, c'est clairement formulé que le procureur assiste et même fait une interruption. Donc tous ces jeux-là, ces règles qu'on a mis en place viennent de cet outil, on peut dire, de Maté Blanco, qui est une spatialisation des règles de l'inconscient. Donc pour vous dire, on pourrait encore poursuivre la question plutôt scénique comme elles étaient abordées, les questions hier, mais on propose quand même un nouveau projet réalisé en 2006 qui prend une autre optique de travail et on va à nouveau vous déplier cette question et ce projet en plusieurs étapes avec aussi un film, mais aussi d'abord les conditions de présentation et de proposition de ce projet. Voilà, c'est une invitation en 2006 du Kunsthaus de Zurich. Juste deux mots sur cette institution qui en fait n'est pas réellement un musée puisque Kunsthaus de Zurich veut littéralement dire maison de l'art. C'est une institution assez ancienne qui date de 1794 et en fait est l'initiative de certains artistes de l'époque de créer une société ou un organisme dans lequel ils avaient la possibilité d'exposer, surtout d'échanger, de collectionner. La première chose qui a été faite, c'est que les peintres et dessinateurs
qui s'étaient associés laissaient à l'organisation un dessin ou achetaient un dessin d'un collègue pour augmenter la collection. C'est en 1910 que le bâtiment a été construit, juste pour vous dire que l'association s'est agrandie, qu'ils ont créé un Kunstverein, donc il y a eu plusieurs développements, mais c'est toujours une initiative privée. Ce sont des gens qui se sont rassemblés, il y a eu des collectionneurs, des entrepreneurs, et par exemple le maire de l'époque de Zurich a offert son terrain privé à la construction possible du musée. Aujourd'hui, le Kunstverein est géré par la Kunstgesellschaft, donc les amis du musée, on pourrait dire, et c'est l'une des plus grandes associations ou organismes qui existent en Europe, puisqu'il y a 20 000 membres. Ces membres payent une cotisation, mais aussi participent à l'achat, donnent de l'argent pour les achats, lèguent leur collection, une très grande collection d'art impressionniste français, par exemple, qui a été collectionné par un très grand collectionneur zurichois. Hodler, Giacometti, etc. sont très bien représentés. Il y a une section art contemporain et une collection assez importante de donations, d'achats, d'art vidéo. Donc voilà un peu le contexte de cette institution très particulière. C'est le plus grand musée tant bien financier qu'en collection de Suisse, qui est un peu en concurrence avec Genève, mais Genève a une autre structure de travail. Comme c'est souvent le cas, la curatrice ou le curateur nous montre d'abord l'espace dans lequel le travail va prendre place. Donc c'était en fait à l'entrée à gauche, quand vous entrez dans le cabinet, qui est un cabinet d'une manière un peu particulière, puisqu'elle est gérée par une des curatrices, et elle peut inviter les gens qu'elle a envie et qu'elle désire, parce que sinon c'est un collège de curateurs dont Zeman avait été l'un des grands curateurs. Aujourd'hui, Bitschkuriger et d'autres sont un collège et décident collégialement en fait des invitations. Pour nous, la question était bien sûr Zurich. Avec cette ville, nous avions un rapport très conflictuel. C'est un peu l'équivalent de Genève aussi, hein. C'est pas si différent, mais c'est la Suisse allemande. Et on était déjà depuis 3 ans ou 4 ans à Berlin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'adresse qu'on peut formuler par rapport à cette ville? Bien sûr, là, vous avez la Paradelplatz, le centre, le cœur névralgique de l'économie, donc où il y a une concentration de banques gigantesque, c'est une place financière, c'est un élément de marché. Il y a bien sûr une production, une vie culturelle, mais c'est vrai que très souvent, Zurich se paye des artistes importants, les font venir, mais il n'y a pas directement une émulation qui vient de la ville du fait du marché qui est très important, des collectionneurs. Il y a aussi bien sûr le auction, les ventes aux enchères, voilà, il y a une très grosse concentration. Il faut dire que on était heureux, bien sûr, de recevoir une invitation. On s'y est pris assez longtemps à l'avance, environ 7-8 mois, mais ça nous a pris vraiment beaucoup de temps pour délimiter quel sujet, qu'est-ce qu'on allait faire, quelle adresse faire. Et en faisant nos recherches, nous sommes bien sûr arrivés sur ce tout petit épisode de la vie de Lénine, c'est-à-dire qu'il y a vécu, il a séjourné une année à Zurich, entre 1916 et 1917, avant de partir pour réellement entreprendre la révolution. Voilà, son séjour s'est assez bien passé, il était bien reçu, les Suisses sont généralement assez hospitaliers, donc ça va bien, mais simplement il n'y avait rien à faire là-bas, la révolution il ne pouvait de toute manière pas la faire. Mais avant de partir, il a adressé une lettre qui est sortie dans un journal en mai 1917 et elle était écrite donc en allemand, ici nous l'avons en copie, c'était sa lettre d'adieu aux ouvriers suisses. Et c'était notre point de départ pour le projet, d'abord un intitulé « Lettre d'adieu aux ouvriers suisses » parce que pour nous, ça présentait déjà une notion peu habituelle, les ouvriers suisses. Ce n'est pas le premier
comment dire, le premier projet, le premier élément qu'on peut mettre ensemble. La Suisse est présente dans beaucoup d'esprits pour d'autres raisons que pour ses ouvriers. Existe-t-il réellement une masse prolétarienne? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est active? Là, c'est une lettre d'adieu. Bien sûr, on peut se demander si c'est une prise de congé, demande de congé. Est-ce que les ouvriers suisses n'existeront plus? Est-ce que lui part de cette... est-ce qu'il quitte ce lieu-là? C'est un peu leurs différentes significations que nous l'avons prise, d'abord comme intitulé. Ça, c'est un terrain de travail. On a bien sûr lu la lettre, réfléchi à sa question. Un autre élément, une autre source avec laquelle on voulait réfléchir, dans son antagonisme, c'est justement ce symbole de Zurich, là notamment le Swiss Market Index, donc le 440 en France, l'indice boursier. Pour nous, bien sûr, cette classe financière représente réellement le point névralgique de l'abstraction capitaliste, du phénomène boursier, des actions, de tout ce qui gère un ensemble qui a une action gigantesque sur nos vies au quotidien, mais qui finalement se trouve là complètement abstractisé et détaché des conditions d'existence. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces indices-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la bourse, avec le capital? C'était une question. On a trouvé un moyen de le réfléchir, de le travailler en faisant une association avec, au corps, un travail qui se passe à Zurich, la production de la peinture concrète. Et là, vous avez une fresque de Lose, qui est un peintre important, mais aussi un grand graphiste. Il a aussi contribué à un certain nombre de magazines et de revues. Un des modèles de cette peinture concrète où il s'agissait pour eux, donc spécialement très fortement impliqués dans les années 50, où il s'agissait donc pour eux de se détacher complètement de tout phénomène de figuration, mais dans l'abstraction de trouver quand même des systèmes abstraits logiques qui donnent des enchaînements possibles de couleurs, de teintes, de formes, en abstraction totale et décidée avec toute autre forme de théorisation ou de projet. Donc c'est un peu en réfléchissant, en amenant ces quelques sources que nous avons constitué ce projet. Cette fois-ci, c'est d'une installation qui ne joue pas du tout la question du dispositif scénique, mais on l'a d'abord réfléchi comme un espace, donc c'était 200 mètres carrés, et où on voulait faire se travailler, s'articuler un ensemble d'éléments. On vous montre, avant de montrer le film, déjà quelques éléments de cette installation. La première fois qu'elle a été présentée, nous l'avons présentée par la suite, encore avec des modifications. On parlera aussi de quels déplacements et transformations cette installation a été le sujet. Ce qu'on voit d'abord, c'est donc un graphique mural, on dira, de 17 mètres sur 3 mètres de haut, qui est notre interprétation, selon le schéma de la peinture concrète, de l'indice boursier de 2005. Très grande surface, et en vis-à-vis, il y avait le film qu'on va vous présenter tout à l'heure. Il y a aussi un titre, c'est donc, on peut dire, une fiction, avec son ensemble de personnages, avec un lieu réel, un village, avec un certain nombre de discussions, d'arguments, de débats. Nous l'avons nommé une fiction politique, et on va parler aussi de comment cette fiction est construite. Mais pour nous, c'était important ici de montrer des gens réels, concrets, qui discutent, et vis-à-vis cette grande fresque murale, et au milieu, entre ces deux éléments, entre ces deux parois, deux mobiles qu'on voit d'un sens ou dans l'autre, qui parfois étaient éclairés en fonction de comment ils tournaient et des quelques éclairages qu'il y avait dans l'espace. Chaque élément de cette installation, donc l'installation globale s'appelle « Lettre d'adieu aux ouvriers suisses ». Chaque élément a aussi un nom, parce qu'on va effectivement justement parfois les déplacer, les mettre ou ne pas les mettre. Et ces mobiles s'appellent « Gross und Klein », petits et grands. Pour nous, ça symbolisait ou ça représentait un peu les monnaies, les pièces, un peu l'argent qui sonne dans les poches quand on en a, et qui sont très fluctuants et qui dépendent de, bien sûr, des courants d'air, mais bien sûr aussi des courbes de la bourse. Dans l'espace en entier, il était obscurci, il y avait une moquette et un ensemble d'éclairages pour l'impression murale. Et à l'entrée, vous voyez, donc il y avait la lettre qui était mise sur 4 pages, la lettre entière de Lénine dans son édition originale. Le lieu faisait un peu penser à un lounge, c'est-à-dire c'est des lieux à Zurich qui sont très convoités, en tout cas dans ces années-là, un peu soft, tamisés, avec 2 fauteuils qui étaient dans l'espace, où on pouvait soit s'asseoir et regarder l'impression murale, ou alors regarder le film. Donc voilà, nous avons
à la suite de ces quelques jours de tournage dans ce petit village d'Aix-Allemagne de l'Est, Bayersdorf, à 30 km de Berlin, nous avons fait la première du film avec le village. En fait, ils étaient dans cette salle de ce petit bistrot. Donc ça, c'était un moment assez festif et assez étonnant où voilà, donc nous avons la démarche pour ce petit village a été assez simple. D'abord, nous avons ouvert une carte et regardé voilà un peu à peu près les régions qui pourraient nous intéresser. Et nous sommes tombés sur ce petit village qui est Bayersdorf, donc un petit village de l'ex-Allemagne de l'Est, qui a subi très frontalement dès 89, après la chute du mur, une dégradation de ses qualités, de ses infrastructures. Ce petit village n'a absolument plus ni d'école, ni de médecins, ni de supermarché, etc. Donc c'est un petit village extrêmement isolé, où les voies sont non goudronnées et où la population est vieillissante. La situation après 89, comme vous savez, avec la Treuhand, cet organisme qui était chargé à privatiser les terres et les industries après la chute du mur, les gens ont tout perdu. La plupart des choses et des infrastructures avaient été vendues à un Deutschmark symbolique. Ce qui fait que la plupart des ouvriers agricoles de cette région, qui étaient propriétaires fonciers, ont été expropriés et les biens avaient été vendus ou remis aux anciens propriétaires avant la chute du mur, avant la guerre. C'est une région, contrairement à ce que vous avez vu dans le film, qui est gangrénée par l'extrême droite. Le NPD, le parti fasciste créé en 1964 à Francfort en Allemagne, a pris des positions très importantes dans cette région. Il a pu cristalliser toutes les rancœurs et les déceptions de ces gens. Il y avait 27% de chômage. Les gens vont acheter leurs biens de consommation en Pologne, qui n'est pas très loin. Et c'est vrai que pour eux, Berlin, qui n'est qu'à 30 km, est une cité ou une ville quasiment infranchissable, parce que les moyens sont très difficiles. Donc nous avons rencontré la seule infrastructure de ce petit village. Il y a environ 150 habitants, c'est vraiment une toute petite structure. Ce restaurant, ce bistrot de village qui est tenu par un homme de couleur qui vient de Dresde et qui essaye de créer avec ce petit restaurant et ce petit bistrot un lien social. Par exemple, il offre à la population le local gratuitement où ils peuvent organiser des anniversaires, les fêtes de Noël, etc. Il a pris très à cœur cette activité. Le bistrot n'est ouvert que 2 heures par jour, de 6 heures à 8 heures. Sa femme travaille à Berlin pour pouvoir payer finalement les charges du restaurant. Ils n'arrivent pas à s'en sortir avec l'activité, cette seule activité. Donc on est arrivé, on a découvert ce lieu qui nous a tout de suite plu, car il était vraiment antagoniste à la ville de Zurich, vous vous imaginez bien. Et on est allé au bar et on leur a posé la question, voilà, on a envie de faire un film, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce film? Ils ont été immédiatement d'accord, on leur a expliqué notre projet, enthousiaste, et puis les gens qui étaient au bar sont en fait les ouvriers que vous voyez qui jouent les grévistes, les parents en fait des jeunes de ce groupe. Voilà un peu les conditions et le contexte dans lequel on a travaillé. Donc ce tournage d'une semaine mélange des comédiens en formation. Les 6 jeunes que vous avez dans le groupe sont en formation à l'école de théâtre de Berlin, et puis les habitants du village, quelques-uns qui sont en grande partie aussi au chômage, mais qui n'ont pas travaillé non plus dans cette usine. Il y a vraiment une part de réel, et puis toujours une déformation, une fictionnalisation de la situation. Pour vous dire, voilà, ça c'est vraiment les habitants du village, tous. C'était la première fois qu'ils apparaissaient à l'image. Il y a eu un travail aussi avec eux très simple
voilà, de porter la voix, de garder des répliques. C'était quand même des répliques écrites qu'ils ont un petit peu modifiées aussi en fonction de comment ils sentaient la chose. Il n'y a pas eu un travail autant précis justement que dans les autres pièces au déplacement près. C'est là un travail plus simple avec les gens. Mais c'est vrai que cette image-là et tout le récit a encore bien sûr une autre source. Peut-être qu'on regardera le film plus tard, je ne vais pas trop en parler maintenant pour en arriver quand même au développement du film, mais cette grève-là renvoie à un autre moment filmé de grève qui est Tout va bien. Donc quand Godard s'est associé avec Jean-Pierre Gorin, notamment en créant le groupe Dziga Vertov, et en 1972, ils ont fait ce film assez militant, polémique sur des employés d'une usine de fabrique de saucisses qui font la grève. Il y a une divergence entre la grève spontanée où ces ouvriers séquestrent le patron et puis les syndicalistes qui aimeraient faire, bien sûr, entrer dans des négociations, qui n'aimeraient pas aller dans cette radicalisation. Le film traite toutes ces questions dans un immense décor studio, c'est assez artificialisé. Il y a quelques stars, il y a Yves Montand et Jane Fonda qui jouent dans ce film. Et Yves Montand joue le rôle d'un journaliste qui va justement, il devait faire un entretien auprès de ce patron. Il est aussi séquestré par les ouvriers dans le même bureau que le patron. Ils sont su un ensemble de discussions. Ça, c'est une trame, et si vous voulez aussi une tonalité de discours discursive qui nous semblait assez intéressant.